On va s'intéresser au présidentiel à Madagascar, duel de deux ex-présidents. Pour le deuxième tour, on va évoquer le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditeur réaliste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. À Madagascar, deux anciens présidents, André Rajoelina et Marc Ravalomanana, sont arrivés en tête du premier tour de la présidentielle du début du mois, se qualifiant pour le deuxième tour prévu en décembre. C'est la commission électorale qui a fait l'annonce. Aucun des deux candidats n'a obtenu les 50% de voix nécessaires pour l'emporter immédiatement. Monsieur Rajoelina recueille 39,19% des suffrages devant Ravalomanana qui obtient 35,29%. L'autre président, le président sortant, Eri Rajaonarimampianina, arrive troisième avec seulement 8,84%. Mamadou Diouf, d'abord, est-ce que c'est l'affiche là qu'on attendait, qu'on pouvait pronostiquer pour le second tour? Oui, c'est clair que c'est les deux anciens qu'on attendait parce que faut pas qu'on oublie que même les élections présidentielles passées, c'est eux qui devaient être les candidats, mais ils avaient mis le pays dans une situation dramatique sur le plan politique, au point que tous les deux avaient été écartés. Et en fait, chacun d'eux avait mis en place un dauphin qui devait aller, mais on les a vus battre campagne à l'époque. Donc c'est en fait cette élection qui n'avait pas été faite en 2013 que l'on voit cette fois-ci en 2018. Et effectivement, c'est les deux qu'on attendait parce que c'est eux qui avaient une base de façon très claire au niveau du pays, bien que la base également divise le pays parce que l'un occupe le centre, l'autre occupe la côte. Donc on s'attendait bien à ce que au moins un des deux arrive au niveau du second tour. Mais est-ce que ce duel ne fait pas craindre des violences dans la mesure où on sait que l'un avait évincé l'autre du pouvoir? Oui, c'est la question que tout le monde se pose, puisque l'un avait évincé l'autre avec des manifestations, parce que ce n'était pas une élection à l'époque en bonne et due forme. À cause de la situation que cela avait créée, tous les deux avaient été écartés des élections. Ces deux qui se retrouvent maintenant au niveau du second tour, est-ce que ça ne va pas réveiller à nouveau les démons d'il y a 5 ans? C'est la question aujourd'hui que tout le monde se pose. Jusqu'où leur affrontement pour une question électorale va aller? Est-ce que Marc Ravalomanana, puisque c'est lui qui avait été évincé en particulier à l'époque, est-ce qu'il va vouloir en faire sa revanche au point que ces élections prennent des enjeux qui dépassent le cadre électoral? L'interrogation est là et tous les Malgaches se posent effectivement la question. Alors, mais ces deux-là qui ont quand même dirigé le pays, et vous l'avez rappelé, ont mis le pays dans une situation très difficile. Comment ont-ils pu convaincre les Malgaches pour arriver en tête? En fait, c'est ce qui se passe dans nos partis politiques. On a des partis où il n'y a pas de challenger. Quand le chef est là, il ne faut même pas essayer de soulever la tête, sinon il faut quitter le bateau. En fait, c'est cette situation qui amène une telle chose. S'il y avait des challengers, on aurait pu le sentir parce qu'il y a quand même eu 36 candidats à ces élections. Même le troisième, qui est l'ancien président, se retrouve avec 8%. Une bonne partie des 30 candidats n'ont même pas obtenu 1%. Ce qui veut dire qu'à la limite, parmi ceux qui se sont présentés, mais il n'y avait pas quelqu'un qu'on pouvait comparer à ces deux anciens présidents. Ce qui aurait été intéressant pour une campagne avec deux anciens présidents, c'est qu'ils fassent une campagne de bilan. Chacun a géré le pays, que chacun démontre. Voilà ce que j'ai fait pour le pays quand j'étais président, voilà ce que je compte faire. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a vu au niveau de la campagne. Quand on les suivait, ils étaient dans la peau d'un président. Je vais faire des infrastructures, on va construire des hôpitaux, on va construire des aéroports. Bon, on ne sentait pas une idéologie, on ne voyait pas un projet de société, quelque chose qui est là, qui est cohérent. On n'a rien vu. On voyait quelqu'un qui veut reprendre le fauteuil du président et qui se sentait déjà en situation de président. Et je me dis, c'est lié au fait qu'ils savaient que devant eux, à part les deux anciens présidents, il n'y avait pas grand-chose. Ils ne se sont pas cassés la tête d'un point de vue doctrinal au niveau de la campagne électorale. On peut aussi s'interroger sur le rôle qu'a joué la société civile malgache, les intellectuels malgaches. Pourquoi n'ont-ils pas relevé le niveau de débat durant la campagne? Ça a été difficile parce qu'ils sont surtout intervenus en 2013 quand à un certain moment ils se sont rendus compte que
les politiques risquent de faire chavirer le pays. Ils se sont battus, par exemple, pour que ces deux ne soient pas candidats à l'époque. Mais malheureusement, quand on a écarté les deux, c'est les deux qu'on a retrouvés, puisque c'est chacun d'eux qui avait un candidat. C'est les deux candidats qui s'étaient retrouvés également au niveau de ces élections pratiquement qu'on attendait le plus. Et le pire, c'est qu'il y a certainement dû décevoir la société civile, tout comme les populations, c'est que le fait de les avoir écartés n'a pas résolu le problème. La deuxième chose, on pensait à une nouvelle personne, ce n'était pas de nouvelles personnes. Ceux qui étaient là étaient les candidats de ceux qu'on a écartés. Troisième élément, résultat, le pays n'a pas véritablement bougé. Donc on a changé de personne, on s'attendait à un changement de gestion, à ce que les Malgaches sentent que quelqu'un a apporté autre chose, mais en réalité, les gens n'ont pas senti grand-chose. Mais en lieu et place d'un débat de haut niveau qu'on pouvait avoir, on a eu quand même une débauche de moyens financiers. Oui, ça c'est clair que... C'est pourquoi c'est bizarre, parce que je me dis finalement qui accuse qui dans cette affaire. C'est rare de voir une élection où il y a 36 candidats, et ici, tous les 36 candidats disent qu'il y a fraude, surtout il y a achat de vote. Ça veut dire qu'effectivement, on a utilisé l'argent pour amener les gens à participer à ces élections. Cela amène même certains à demander une annulation du vote. Il n'y a pas grande chance, je ne crois pas que les gens vont aller dans ce sens. Mais ce qui est sûr, ça ramène cette question. Est-ce que les élections, c'est pour ceux qui ont les moyens ou bien c'est pour ceux qui ont un projet de société à proposer aux populations? Est-ce que les populations sont sensibles dans une campagne électorale à un discours sur un programme, ou bien les populations sont plutôt sensibles à qu'est-ce que tu fais pour nous, pour qu'on vote pour toi? Ça ramène vraiment un problème fondamental, parce que si tous les candidats, à la limite, reconnaissent que l'argent a été un élément moteur pour amener les gens à voter au niveau de ces élections, mais ça veut dire qu'on est en train de passer complètement à côté de la démocratie, parce que quand l'élection elle-même est fondée sur la corruption, quand on va gérer le pouvoir, il ne faut pas poser la question sur comment on va le gérer. Est-ce que ça veut dire qu'à Madagascar, il n'y a pas un plafonnement de dépenses de campagne? Bon, en fait, même dans les pays où il y en a, avant de plafonner, en fait, il y a tellement de règles qu'on ne respecte pas. La première règle, c'est qu'un parti politique, à la fin de l'année, si je prends le cas du Togo, il doit aller à OTR et puis déposer ses comptes. Ça existe dans tous nos pays. Il y a combien de partis qui, à la fin de l'année, viennent dire voilà l'argent qui est rentré dans le compte du parti, voilà l'argent qui est sorti, voilà comment on a fait. Au moment des campagnes également, c'est la même chose. On le dit, le principe souvent, quand il est là, il n'est jamais respecté. Mieux même, les gens ont d'autres manières de détourner les choses. Au lieu de considérer que c'est le parti qui fait les dépenses, ceux qui, quand le parti va gagner, vont se retrouver en pole position, c'est eux, entre guillemets, qui investissent. C'est-à-dire sans pour autant que ce soit même le parti qui leur donne. Le monsieur fait ses t-shirts, il fait ses képis, il distribue du riz, il distribue des tissus, parce que dans la zone, il veut gagner, pour que demain, quand son candidat va gagner, qu'il vienne présenter le résultat du travail qu'il a fait et réclamer. Parce que c'est ça le problème aussi dans nos élections. Il va réclamer qu'on le récompense pour avoir fait gagner le parti dans tel ou tel autre endroit. Mais ça fait qu'en ce moment, même quand on dit voilà le plafond par rapport aux dépenses, il est difficile de le faire. Ailleurs, on est clair, toutes les dépenses qui vont aller dans le sens de la campagne font partie de la campagne électorale, et les gens sont obligés de justifier les dépenses. On a vu en France le président Sarkozy poursuivi parce qu'on considère qu'il avait dépassé le plafond pour la campagne électorale. Chez nous, on ne l'a jamais vu, parce que quand le plafond existe, même à la limite, personne n'est au courant de son existence. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché quand même pour Eri Rajaonarimampianina, qui est président sortant et qui ne fait que 8%, quand l'un des anciens présidents, celui qui le devance immédiatement, fait 35%? En fait, c'était un candidat par défaut. Il faut dire les choses comme elles sont. En 2003, il n'était pas prévu que Eli soit candidat. C'est Rajoelina lui-même, en 2013 plutôt. C'est Rajoelina lui-même qui devait être candidat en 2013. Mais c'est parce qu'on l'a empêché d'être candidat qu'il a mis quelqu'un. Ce qui veut dire qu'il a été élu, non pas parce que c'est Eri qui était là, mais il a été élu parce qu'il était le candidat.
de Rajolina. Ça a été curieux même quand les gens les ont retrouvés tous les deux candidats. Parce que ça a créé du froid entre les deux, puisque c'est lui qui en avait fait un candidat, entre guillemets, c'est lui le faiseur de roi, c'est lui qui a fait de lui le président sortant. On aurait pu s'attendre à ce que si celui qui a fait de lui un roi est candidat, que lui il se retire et qu'il vienne le soutenir, ce qui n'a pas été le cas. De sorte que même pour le second tour, quand on a posé la question à Eri, en lui disant mais est-ce que tu vas soutenir, on ne lui a pas dit Rajolina, on lui a dit Ravalomanana. Il a dit qu'on attende les résultats définitifs. C'est trop tôt pour qu'il se prononce, ce qui veut dire que entre les deux actuellement, ça ne passe pas trop, parce que certainement Rajolina n'a pas compris que Eri soit candidat avec lui, alors que c'est lui qui en avait fait en quelque sorte le président de la République. Et justement, ça va être un gros dilemme pour lui de devoir choisir pour ce second tour. Mais bien sûr, ça va être un gros dilemme parce que si c'est Marc Ravalomanane, c'est son adversaire de toujours. Parce que quand il était avec Rajolina, c'était son adversaire. Quand il était candidat, Ravalomanane également avait amené son candidat contre lui. Mais comme c'est le jeu politique, puisqu'il dit qu'il va attendre les résultats définitifs, attendons de voir, on ne serait pas surpris qu'il prenne un bord ou l'autre, souvent en fonction des négociations qui seront faites en termes de qu'est-ce que lui et son groupe vont gagner s'ils font pencher la balance vers l'un ou l'autre des candidats. Parlons maintenant de la Commission électorale nationale indépendante malgache. Est-ce qu'elle a été à la hauteur de la tâche? On peut dire qu'elle n'a pas été à la hauteur. Parce que franchement, quand on sort d'une élection, que tous les candidats partent pour saisir la haute cour constitutionnelle avec des recours pour annulation ici, un système de transmission des votes que les gens contestent, le système informatique, les gens disent qu'il avait des problèmes. Il faut reconnaître que la CENI a rencontré d'énormes difficultés dans l'organisation de ces élections. D'ailleurs, certains même demandent purement et simplement l'annulation des élections en considérant que, au-delà du fait qu'il y a des fraudes, ils considèrent que de façon générale, les élections n'ont pas été bien organisées. Dans ces conditions, la CENI n'a vraiment pas pu tirer son épingle du jeu. Connaissant le Madagascar, c'est un territoire gigantesque. Est-ce qu'on pouvait attendre une perfection de la CENI? On pouvait attendre quand même une perfection parce que quand on vote plusieurs fois dans un pays, moi je dis toujours aux gens que voter, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a un enjeu politique qui peut être extraordinaire, mais voter et compter des voix, c'est une affaire technique. Ce n'est pas une affaire politique. Si on met des techniciens sur ça, vous amenez des gens qui se connaissent en matière de logistique, vous pouvez organiser des élections comme il se doit. Mais souvent, dans l'organisation des élections, c'est le politique qui domine. La technique est presque laissée de côté. Souvent, c'est au dernier moment qu'on se rend compte que non, pour amener les urnes un peu partout, il n'y a pas suffisamment de matériel. Souvent, on fait recours à l'armée, à qui on avait dit qu'il ne faut pas t'en mêler. On finit par aller dire à l'armée de venir aider pour qu'on puisse mettre les urnes en place parce que la CENI n'a souvent pas les moyens pour le faire. Moi, je crois que c'est sur ce côté technique que la CENI a péché. Et là, la CENI ne peut pas être seule responsable parce que généralement, la CENI n'a pas un budget lui permettant de pouvoir acquérir tout ce matériel-là pour que les élections se fassent dans les meilleures conditions. L'hypothèse d'une annulation du scrutin, c'est à prendre au sérieux? Je crois que non. Parce que quand on voit les deux premiers candidats, chacun a dit il y a des problèmes, mais chacun a dit je me prépare pour le second tour. C'est les autres candidats qui parlent d'annulation. Et quand on regarde la différence entre le premier, le second et le troisième déjà, bon, même s'il y a eu fraude, je ne crois pas que la fraude aurait permis au troisième de devenir second. Ne parlons pas de ceux qui n'ont même pas obtenu 1% lors de ces élections. Je me dis que peut-être le Haut Conseil va regarder, réajuster peut-être les chiffres, mais je ne les vois pas vouloir recommencer encore un premier tour des élections au niveau de Madagascar. Si on se dit que le premier tour, il n'y a pas eu de suspense, il y en aura pour le second? Il y en aura pour le second, parce que pas seulement le suspense, mais le risque. Parce qu'on va voir s'affronter deux personnes qui se sont déjà affrontées directement au point d'être écartées des élections, qui se sont affrontées indirectement en 2013 et que l'on retrouve en 2018. Et c'est pourquoi les gens craignent même en partie ce second tour entre ces deux anciens présidents de la République
Parce que le ton monte déjà, alors qu'on n'a pas encore proclamé les résultats définitifs. Rajoelina dit que le chiffre qu'on lui a donné, ce n'est pas le nombre de voix qu'il a obtenu. Il considère qu'il en a eu beaucoup plus que ce qui a été donné par la CENI. Donc on commence déjà une certaine contestation à deux qui, si on ne fait pas attention, peut soulever encore des problèmes au niveau du pays. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer un moment de pause et après on va recevoir l'invité de ce soir.